Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous abordons ce dernier workshop de cette belle université d'été. On ne remerciera jamais assez les organisateurs de l'avoir mis sur pied, et particulièrement M. Xil, pour aborder la recherche et certains problèmes éthiques qu'elle peut poser dans le cadre de la maladie de Parkinson. Alors, quelques mots. Sir James Parkinson, lorsqu'il a décrit en 1817 sa maladie, avait décrit un tableau essentiellement moteur, avec la fameuse triade. Mais les choses ont considérablement évolué depuis. Surtout dès les années 1950, où la découverte de la destruction des neurones dopaminergiques du mésencéphale, de la substance noire, par Hornikiewicz et Heringer, apporte un élément nouveau. En même temps, presque à la même époque, Holtz et Milner décrivent le système de récompense et les liens qu'il y a avec le système dopaminergique, qu'il soit nigrostriatal ou mésocorticolimbique. Et cette maladie devient la maladie de la dopamine, avec des troubles moteurs, certes, mais qui viennent se mêler à des troubles de la motivation, des troubles des émotions et des troubles de la cognition. Nous changeons complètement de registre. Donc nous allons donc aborder certains de ces aspects au plan de la recherche actuellement et des limites éthiques que cela peut susciter. Nous avons un plateau ici de personnalités qui résument assez bien une tranche multidisciplinaire de la dynamique des neurosciences à Bordeaux. Erwan Bézard, directeur de recherche à l'INSERM, neurobiologiste au Neurocampus, à l'Institut des maladies neurodégénératives, à l'UMR CNRS 5273, fera donc le point sur le futur de la recherche fondamentale et les aspects éthiques que cela peut soulever. Erwan est un des scientifiques les plus créatifs, à mon sens, et les plus reconnus dans ce champ parkinsonien au plan national et surtout international. Le docteur Alexandre Foubert-Sagnier, que nous connaissons bien depuis hier, chef adjoint de service de neurologie du CHU, coordonnatrice du centre expert de la maladie de Parkinson, posera les garde-fous bioéthiques de la recherche clinique en évoquant certaines approches thérapeutiques telles que la thérapie génique ou l'utilisation des cellules pluripotentes transformées en cellules dopaminergiques pour faire des greffes, tenter de faire des greffes dopaminergiques. Et puis, enfin, Pierre Burbeau, neurologue, ancien chef de service du service d'exploration fonctionnelle du système nerveux au CHU, neurobiologiste aussi, neurophysiologiste. Je ferai la différence entre neurophysiologiste et neurobiologiste, avec Dominique Gouel, qui lui a succédé à la tête du service de département de neurosciences cliniques. Tous les deux se pencheront à propos de la stimulation cérébrale profonde, sur les questions que peut soulever soit l'homme réparé, ce qui est bien, réparer, rétablir, remplacer, il n'y a rien à dire, mais surtout les écarts possibles vers l'homme amélioré et surtout l'homme augmenté. Jusqu'où peut-on aller? Jusqu'où certains veulent aller avec l'homme bionique. Et nous devons, à ce propos, ils nous le diront sûrement, garder présent à l'esprit
d'une part une phrase de Solon, Médène, Agane, rien en excès, il ne faut rien faire de trop, et également toujours rechercher une autre phrase d'Aristote, ce qui est bon et beau pour l'homme. Je vais leur donner la parole et tout de suite à Erwan Bézard. Ça marche. Ah, si, ça marche. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre invitation. Le professeur Bulac a oublié de mentionner que nous sommes tous des élèves du professeur Bulac, à un moment ou à un autre de notre carrière. Je ne sais pas comment on fait pour avoir la présentation. Oui, ça je la vois, mais pour passer. Ah. Comment ? Appuyer sur quoi au juste ? Bon, il faut un diplôme apparemment pour se servir du bouton. Ah d'accord. Ah, merveilleux. Merci. Voilà. Donc, comme l'a dit le professeur Bulac, je suis neurobiologiste, c'est-à-dire que je suis chercheur, je ne suis pas médecin, et je travaille dans mon activité de recherche quotidienne sur les maladies neuroévolutives, qu'en recherche fondamentale on appelle neurodégénératives, mais on comprend bien qu'elles seront neuroévolutives. Et on m'a demandé de vous présenter très rapidement, hein, même pas 15 minutes, quel est le futur de la recherche ou l'actualité de la recherche fondamentale et qu'est-ce que ça peut poser effectivement en termes de problèmes éthiques à plus ou moins brève échéance. Alors le temps de la recherche, il est assez long. Donc quand on dit le futur, on est déjà dans le futur, mais ça fait déjà un certain temps qu'on est dans le futur. Pour les maladies neuroévolutives et la maladie de Parkinson en particulier, il y a eu une révolution majeure dans la compréhension de ces pathologies. Et là, vous avez à l'écran la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, la maladie de Charcot. Il y a à peu près 25 ans maintenant. On a commencé à comprendre que on savait que ces pathologies, ces maladies sont caractérisées sur le plan pathologique. Donc, lorsque le pathologiste regarde le tissu cérébral par le dépôt, des agrégats formés, alors on a compris depuis, de protéines. Donc, dans la maladie d'Alzheimer, vous connaissez tous les plaques séniles. Dans la maladie de Parkinson, ça va être des corps de Lewy. Là, c'est la petite chose en rose sur le côté. Dans la maladie de Charcot, c'est une autre protéine qui s'appelle TDP43 qui s'accumule. Et le pathologiste, il constate que pour chaque maladie, il y a un type d'agrégat particulier. On sait maintenant qu'est-ce qui compose ces agrégats. Mais non seulement le type d'agrégat, et puis ensuite le parcours de ces agrégats dans le système nerveux. Et on a mis un certain temps avant d'émettre l'hypothèse que ces agrégats, c'est peut-être pas le signe de la maladie, mais c'est peut-être ce qui provoque la maladie. Et donc, il y a 20-25 ans, la révolution, ça a été de se dire que ces protéines qui s'agrègent sont peut-être responsables d'un processus pathologique. Et la responsabilité de ce processus pathologique a conduit, par exemple, au développement, et vous en avez parlé hier, des immunothérapies dans la maladie d'Alzheimer, puisque le but du jeu est de capturer, d'éliminer les formes pathologiques possiblement agrégatives de ces protéines. Et ce qui est vrai pour la maladie d'Alzheimer, en termes de... Aujourd'hui, c'est même plus recherche clinique, on parle de médicaments qui sont approuvés, qui sont sur le marché, avec des efficacités discutables dont vous avez parlé, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais c'est le cas pour toutes les maladies neuroévolutives caractérisées par l'agrégation d'une protéine. C'est-à-dire que le concept appliqué à Alzheimer, je développe des anticorps contre la protéine amyloïde, ou je développe des anticorps contre la protéine Tau, qui s'agrège aussi dans une autre forme d'agrégat, mais qui caractérise aussi les démences de type Alzheimer, eh bien, on peut l'appliquer à la maladie de Parkinson en développant des anticorps contre l'alpha-synucléine qui s'agrège. On peut l'adapter à la maladie de Charcot, donc c'est-à-dire la sclérose latérale amyotrophique, avec des anticorps anti-TDP43. On peut même l'appliquer, et certains travaillent dessus, à des maladies génétiques comme la maladie de Huntington qui est caractérisée, en plus de son côté génétique, par l'agrégation de la protéine Huntingtin.
qui s'agrègent dans le cerveau des patients d'Huntington, et donc ça permet, dans l'espoir, de ralentir l'évolution de ces pathologies neuroévolutives. Alors, ça a débouché sur un très grand nombre de développements d'outils pour modéliser la maladie, pour comprendre la maladie. On comprend bien que si ces protéines agrégées dans le cerveau des patients sont possiblement responsables, je dis possiblement, je prends des précautions, même si je suis persuadé qu'elles le sont, mais je prends des précautions parce que ça reste une hypothèse solide, mais ce n'est qu'une hypothèse, et certainement pas la seule hypothèse du développement de ces maladies. Eh bien, il y a un certain nombre de moyens pour modéliser et pour récupérer ou pour mimer ces agrégats. Alors, une façon simple, c'est de partir du cerveau des patients. D'où l'importance du don de cerveau également. À partir d'homogénats de cerveau, où là on prend des homogénats assez grossiers, où on prend des agrégats purifiés. Donc on n'a pas besoin d'énormément de cerveaux, mais on a besoin de quelques cerveaux très bien quantifiés sur le plan clinique par les neurologues et sur le plan pathologique par les pathologistes. Ça, c'est la réalité. Dans le cadre de la maladie de Parkinson, on va récupérer ce qui est marqué là, le corps de Lewy. Je suis désolé, c'est en anglais, mais le corps de Lewy. Les inclusions gliales qui sont marquées à côté, c'est une maladie qui est proche de la maladie de Parkinson, du moins au départ, mais pas après. C'est l'atrophie multisystématisée, dont le professeur Alexandra est une spécialiste. Et qui contiennent donc cette synucléine agrégée spécifique, enfin, que l'on pense spécifique de la maladie. En l'occurrence, si l'on prend les corps de Lewy, qu'on les injecte à des animaux, ils vont développer une pathologie de type Parkinson. Si l'on prend les inclusions gliales que l'on injecte à des animaux, ils vont développer une pathologie de type atrophie multisystématisée, donc pas une maladie de Parkinson. Et d'autre part, on utilise aussi des outils qui sont artificiels, c'est-à-dire que l'on produit de la synucléine dans des bactéries de façon recombinante, comme c'est par exemple fait pour l'insuline à grande échelle. Et puis ensuite, on la force, entre guillemets, à adopter une conformation spécifique que l'on va espérer être pathologique. Donc ça pose aussi le problème. Donc, dans un premier temps, ça pose le problème de l'utilisation de tissus humains. Dans le deuxième cas, c'est la création d'un objet pathologique, artificiel. Donc l'ensemble de ces questions, effectivement, méritent d'être abordées en termes de responsabilité quant à la dissémination possible de ces pathologies. Alors, c'est pas très clair là, parce que la diapo est très éclairée. Le professeur Biolac a indiqué que ces maladies neuroévolutives sont caractérisées, il y a la maladie de Parkinson, dont le décours ici est indiqué, étaient caractérisés par les symptômes moteurs. On a tous appris à l'école que la maladie de Parkinson, c'est la lenteur du mouvement, la difficulté de l'initiation du mouvement, le tremblement parfois. Et puis, on a aussi, au fil du temps, les neurologues ont caractérisé très fortement les patients, et le développement de stratégies thérapeutiques relativement efficaces pour la prise en charge de ces symptômes moteurs majeurs a permis aux neurologues de s'intéresser aux autres symptômes. Et il y a une myriade d'autres symptômes, et pas simplement des symptômes dits exécutifs dont a parlé le professeur Biolac, mais également des symptômes pas forcément très intéressants, mais extrêmement invalidants et qui affectent la vie des patients, tels que l'hypersalivation, la sudation, la constipation, etc. Tout un tas de problèmes qui sont la réalité quotidienne. Et on estime qu'un patient parkinsonien, c'est entre 14 et 18 symptômes différents présentés par ce patient, sachant que aujourd'hui, seuls les symptômes principaux, les symptômes moteurs sont traités, et on offre des stratégies qui ne sont pas des stratégies spécifiques pour les Parkinson. Une constipation parkinsonienne, c'est une constipation, en tout cas c'est pris comme celle, on soigne la constipation, mais il y a une physiopathologie, un substrat pathologique qui est certainement différent entre une constipation parkinsonienne et une constipation normale. D'où le futur de la recherche, c'est également de développer des approches thérapeutiques pour ces symptômes. Ça, on va y revenir. En termes de développement, qu'est-ce qui se fait? Ça va se recouper beaucoup avec ce que mes camarades vont dire après.
il y a vraiment des grands axes de recherche. Au-delà de ce dont j'ai parlé et qui sont les immunothérapies ou les molécules anti-agrégation, parce que ça peut être des petites molécules, pas forcément des anticorps. Il y a un énorme essai clinique actuellement dans la maladie de Parkinson mené par Teva avec une molécule anti-agrégation qui n'est pas spécifique de la synucléine mais qui marche pour l'ensemble de ces différentes, enfin qui marcherait pour l'ensemble de ces différentes protéines. Et ici, vous avez deux grands axes de recherche avec de très grandes études cliniques qui sont menées. À gauche, les thérapies cellulaires, dont parlera Alexandra auparavant, avec l'indication qu'il y a effectivement des consortiums internationaux qui sont en place. Il y a 4 grandes études cliniques, 2 aux États-Unis, une en Europe et puis une au Japon, qui sont menées sur des stratégies légèrement différentes, mais l'idée étant la même. On va essayer de remplacer la dopamine perdue, non pas avec un précurseur de la dopamine, la lévodopa, tel qu'on le fait avec succès depuis 50 ans, mais cette fois-ci en installant des mini-usines à production de dopamine, en espérant qu'elles permettent de régler pas simplement les symptômes moteurs, mais les autres types de symptômes. Mais ça pose effectivement un très grand nombre de problèmes. Autre stratégie, là aussi pour produire de la dopamine, la thérapie génique, qui est encore en phase clinique. Il y a à peu près 3 ou 4 essais différents. Il y a aussi des stratégies de thérapie génique pour améliorer les symptômes, qui de type changement de phénotype de certaines structures du cerveau. Je pense au noyau thalamique, ne plus qu'il soit excitateur, mais qu'il soit inhibiteur, de façon à restaurer, là encore, la motricité des patients. Donc on a des grands programmes qui sont menés. Dans ce cadre, c'est vraiment des sommes extrêmement importantes. Pierre Burbeau et Dominique Gell en parleront après, le développement de la stimulation cérébrale profonde. Mais là encore, c'est un champ de recherche actuel extrêmement important. Entre la stimulation cérébrale profonde menée et thérapeutique largement établie depuis la fin des années 90, il y a de très grands développements et de très grandes recherches qui sont menées pour essayer de faire ce qu'on appelle des boucles fermées. Les boucles fermées, c'est informer la stimulation au mieux possible pour répondre aux besoins à l'instant T du patient. Je n'ai pas forcément besoin d'être stimulé en permanence. Si je veux marcher, j'ai besoin d'être stimulé et cette stimulation a besoin d'être modulée en fonction de mon activité motrice. Il y a des interfaces cerveau-machine, plus, c'est en écho à ce que vont dire Pierre Burbeau et Dominique Gell ensuite, qui sont développés de par le monde, et en particulier pour la maladie de Parkinson, et notamment pour les troubles de la marche qui affectent les patients parkinsoniens après quelques années d'évolution de la maladie. Ça veut dire là encore une boucle fermée où on a l'enregistrement du déficit, par exemple au niveau du cortex, avec une stimulation ici au niveau de la moelle épinière, de façon à restaurer la marche des patients parkinsoniens. Tout ceci, ce sont des choses qui sont encore en phase de recherche expérimentale et en phase de recherche clinique. Et puis j'en viens aux symptômes non moteurs dont j'ai parlé, cette myriade de symptômes qui sont... pour lesquels il y a un retard dramatique dans la prise en compte par les chercheurs, pas par les médecins, mais par les chercheurs complètement. C'est-à-dire que c'est aussi un des obstacles au développement de la recherche, c'est accepter d'écouter les collègues cliniciens et les patients pour comprendre qu'est-ce qui est vraiment important dans la vie du patient. Entre le chercheur qui veut faire un projet de recherche sur un symptôme majeur parce qu'il n'a appris que ce symptôme majeur et qui passe à côté des symptômes moins importants ou moins connus, mais tout aussi invalidants, voire plus invalidants pour les patients. Donc il y a une grande variété de besoins, mais il y a un énorme travail en amont pour modéliser les symptômes. Et en bas à droite, je vous ai mis l'ensemble des espèces sur lesquelles on travaille. C'est comment est-ce qu'on modélise ces différents symptômes chez l'animal de façon à pouvoir mieux comprendre la physiopathologie spécifique à la maladie de Parkinson de ces différents symptômes. Et une fois qu'on pourra les modéliser, alors on pourra travailler sur le développement de stratégies thérapeutiques ou proposer des stratégies thérapeutiques que nos collègues cliniciens valideront ou, le plus souvent, malheureusement, invalideront chez les patients. Au-delà des principes admis et des réglementations dont vous avez parlé très largement et puis qui seront encore évoquées après, je pense qu'il
il faut vraiment que l'on prenne en compte la responsabilité du chercheur quant à la direction de ses recherches. Alors bien sûr, nous sommes dans un pays où il y a une liberté académique totale, mais la liberté académique justifie-t-elle tous les développements? Il faut aussi que l'on pense à l'utilisation qui peut être faite de nos recherches. Et l'utilisation, elle est incontrôlable. Une fois que la recherche est dans le domaine public, il n'y a plus de frontières. Les données sont dans le grand monde et sont utilisables par tout un chacun. Il y a un marqueur clé dans la différente appréhension que l'on a de ces problèmes, c'est l'origine géographique. Et pour faire très simple, entre l'Amérique du Nord et puis l'Europe, il y a vraiment une dichotomie majeure. Et on va parler après de l'homme bionique, mais les interfaces homme-machine, c'est vraiment un excellent exemple pour aborder ces problèmes de dichotomie majeure entre les USA et l'Europe, où chez nous, on est effectivement, comme l'a dit le professeur Biolac, naturellement engagé dans une réflexion sur le traitement, c'est-à-dire le soin, réparer l'homme malade. Tandis qu'aux États-Unis, où la philosophie transhumaniste a de beaux jours devant elle, on est plus sur l'homme augmenté. Et les mêmes technologies peuvent servir aux deux. Et les technologies, lorsqu'elles sont publiées, lorsqu'elles sont disponibles pour l'ensemble des lecteurs, eh bien, par définition, elles nous échappent. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Docteur Foubert-Samier, à vous. Et là, nous allons aller vers la recherche clinique et les garde-fous qu'il faut mettre pour là aussi ne pas dériver vers des écarts inacceptables. Je vous remercie de me permettre d'évoquer avec vous ce sujet aujourd'hui, des garde-fous bioéthiques de la recherche clinique dans la maladie de Parkinson. Et lorsqu'on m'a demandé de parler de ce sujet, j'ai essayé de voir quel angle on pouvait donner à ce propos aujourd'hui. Et j'ai pris un parti pris qui était d'essayer de discuter les questionnements éthiques qu'on pouvait avoir sur certaines de ces recherches, et notamment dans le cadre des thérapeutiques innovantes, comme a commencé à l'évoquer Erwan Bézard. Néanmoins, on a tout un cadre dans lequel on fait la recherche en France, que vous connaissez tous ici, avec la loi Jardé, le Code de santé publique. On en a parlé hier sur le consentement éclairé des patients, avec l'information claire, loyale et adaptée, et parfois les limites qu'on pouvait y mettre dans la manière dont on proposait un essai thérapeutique aux patients. Et une information qui me semble importante toujours donner aux patients, parce qu'on leur fait signer des consentements quand ils acceptent de participer à la recherche, c'est que cette signature, c'est juste comme quoi ils ont bien pris information de ce qui était écrit dans la note d'information, mais qu'à tout moment, s'ils veulent arrêter la recherche, sans raison particulière, ils ont le droit de se dire j'ai plus envie de poursuivre le protocole de recherche. On applique ces activités de recherche dans nos pathologies neuroévolutives. Ça veut dire qu'on a des patients qui sont avec une certaine vulnérabilité physique induite par leur maladie, mais ils peuvent aussi avoir une forme de vulnérabilité psychologique parce qu'on les a inscrits dans un parcours de vie particulier en leur ayant annoncé qu'ils avaient une maladie neuroévolutive. Il faut donc être très vigilant sur cet aspect des choses. Et parce que c'est des gens fragiles, lorsqu'on établit un protocole de recherche, c'est important d'évaluer si physiquement ils peuvent aussi répondre aux attendus. Heureusement, il existe la transparence, la traçabilité des essais thérapeutiques avec des déclarations obligatoires maintenant des essais. Mais c'est vrai qu'un focus sur les essais négatifs, c'est aussi important qu'on ait cette information de ce qui a déjà été essayé et qui ne fonctionne pas. Et puis le dernier point, évidemment, la bienfaisance, la non-maltraitance et la notion de justice. Vous verrez, j'y reviendrai après sur les essais thérapeutiques. Donc,
on va aller vers les thérapeutiques innovantes et j'ai choisi de vous parler de certains de ces essais. Alors, je ne parlerai pas de la stimulation cérébrale profonde. Le professeur Burbo-Hegel feront ça bien mieux que moi. Je vais vous parler de certains essais de thérapie génie, mais c'est davantage pour illustrer les questionnements qui peuvent venir. Et des essais de greffe cellules souches, c'est pareil. J'ai pris des essais pour illustrer. Ça ne correspond pas à l'intégralité de la recherche sur le sujet. C'est juste pour avoir une idée de dans quel cadre se posent nos questionnements. Sur la thérapie génique, certaines formes de maladies de Parkinson sont liées à des facteurs de susceptibilité génétique. Et notamment ces dernières années, on a montré qu'être porteur d'une mutation sur le gène de la bêta-glucosylcérébrosydase augmentait le risque de développer une maladie de Parkinson. Ce risque est différent si on est homozygote ou hétérozygote. Et il va y avoir un essai qui débute de phase 1. Donc phase 1, on évalue si le traitement a une bonne innocuité et n'a pas trop d'effets indésirables quand on l'applique. Là, pour le coup, ce sera une vingtaine de patients avec une modification, une forme de réparation ou de modification de ce gène pathologique pour restaurer une fonction correcte de la bêta-glucosylcérébrosydase. Cette enzyme est impliquée dans différentes voies qui altèrent la physiopathologie de la maladie de Parkinson et qui peuvent, entre autres, aboutir aux agrégats d'alpha-synucléine. Un deuxième essai qui a été publié, où là, on s'intéresse à l'intégralité, a priori, des patients avec une maladie de Parkinson. On n'a pas un focus sur une anomalie génétique, où là, c'était une implantation intracérébrale d'un gène pour restaurer une fonction sur un gène neurotrophique, le GDNF, glial, et dont on espère que ça permette de recréer de la connectivité au niveau des noyaux gris centraux et notamment du putamen, puisque c'est là où était injectée cette recombinaison génétique, avec un suivi à 18 mois de 11 patients, avec 2 cohortes, une cohorte qui était à un stade débutant, une cohorte qui était à un stade plus avancé. Alors effectivement, les évaluations motrices étaient complètement en ouvert, c'est-à-dire et les patients et les évaluateurs savaient que les personnes avaient reçu la modification de thérapie génie. Mais quand même, à 18 mois, on voit que dans la cohorte modérée, on a une baisse de 20 points sur l'UPDRS3, qui est une évaluation du score moteur de nos patients. Alors on en a parlé ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire ces échelles cliniquement? À quoi ça correspond? On dit qu'on a un effet significatif clinique de l'UPDRS quand on a une modification à peu près, je crois savoir, autour de 8 ou 9 points du PDRS. Bon, là, on a 20 points d'écart sur la cohorte à 18 mois. C'était un effet de phase 1. Donc, on voulait savoir s'il y avait des effets indésirables. Et on voit qu'en préopératoire et post-opératoire, il y a eu quelques soucis de céphalée, de problèmes musculo-squelettiques, mais rien de très majeur. Donc, on est plutôt confiant sur cette première phase et on se dit que pourquoi pas continuer à développer cette thérapeutique. Et puis vient d'être publiée sur le même travail une évaluation pour savoir si le volume injecté est bien resté au niveau putaminal ou est-ce qu'éventuellement il a diffusé par un marquage spécifique. Et en fait, la modification génétique qu'on a induite, elle a diffusé aussi au niveau du noyau codé, qui est une structure un peu à côté du putamen. Ce n'était pas prévu initialement dans le protocole de recherche chez trois patients. Ça souligne ici que lorsqu'on développe ces thérapeutiques novatrices avec une évaluation, un objectif initial, il y a une part inconnue qui va être associée au-delà des aspects de thérapie génique, j'y reviendrai après, mais de savoir où va aller le produit, est-ce qu'on correspond bien à la cible. Il faut avoir vraiment une grande vigilance. Alors, l'utilisation de la thérapie génique dans nos pathologies, elles peuvent, vous voyez, elles sont déjà en phase 1, elles sont déjà effectives. Et l'une des questions qu'il faut se poser, alors ce n'est pas spécifique à la thérapie génique, mais volontairement je l'ai remis ici. Hier, on a eu des grandes discussions sur ce concept de thérapeutique misconception. Je l'avais laissé comme ça dans ma présentation.
Hier, on parlait de mépris thérapeutique. Moi, j'avais mis confusion, malentendu entre un essai thérapeutique et un traitement avéré. On imagine tout à fait, lorsqu'on propose à un patient avec une maladie de Parkinson et qu'on lui dit qu'on va aller lui injecter une molécule pour modifier sa thérapie génie, il a l'impression qu'on va le guérir de sa maladie de Parkinson. Et si on ne lui explique pas bien ce que c'est un essai de phase 1, c'est-à-dire qu'on lui explique qu'on essaye d'évaluer si ce n'est pas mauvais de donner ça, on ne cherche pas à évaluer l'efficacité, on peut vraiment induire beaucoup de confusion pour nos patients et dans la bonne appréhension de ce qu'on lui propose vraiment dans le cadre de ce type d'essai. Ensuite, c'est de la thérapie génique, c'est-à-dire qu'on va aller modifier le génome de la personne et on a une certaine incertitude sur le caractère irréversible de ce qu'on va provoquer. Alors, on pense provoquer quelque chose de bénéfique, mais si jamais on provoque quelque chose de négatif, il faut évaluer à long terme les modifications induites. Et c'est pas pareil spécifique à la thérapie génique, mais quand on met des patients dans des thérapeutiques innovantes, il est possible que ça fonctionne pas, qu'il peut éventuellement y avoir des effets indésirables qu'on n'avait pas prévus, et puis que comme ça fonctionne pas et qu'il y a des effets indésirables, la molécule elle est pas développée, il n'y a plus forcément de financement spécifique au suivi et à l'accompagnement de ces patients, et je pense que c'est un point qui est important d'évaluer quand on va vers ces thérapeutiques innovantes. Et puis le dernier point, c'est l'équité d'accès. C'est des recherches qui sont coûteuses. C'est vraiment des centres hyper spécialisés qui vont vers ce développement de thérapeutiques. Et on va voir que tout le monde n'a pas forcément accès à cette recherche. Je vais maintenant vous parler des greffes de cellules souches avec cet essai qui a été publié récemment où on utilise ici avec le Bampan et Procel des cellules souches embryonnaires. On a instillé... alors en fait, à partir de cellules souches embryonnaires, on va développer des progéniteurs de neurones dopaminergiques pour venir restaurer cette connexion dopaminergique, comme l'a expliqué Monsieur Bézard tout à l'heure. Ici, ça a été instillé dans le cerveau de 13 patients, pareil, avec des stades différents, des légers et des patients plus avancés, avec une évaluation à 24 mois. Et les résultats initiaux étaient encourageants, avec une bonne safety, c'était une phase 1, avec un suivi d'imagerie de fixation de la dopamine pour regarder l'intégralité de la fixation de la dopamine, la TEP-F-DOPA. Et on voit qu'à 18 mois, on a une fixation de dopamine qui s'est améliorée. Et toujours en ouvert, les patients se sont améliorés. Dans le groupe qui était à un stade un peu plus avancé, pareil, environ d'une vingtaine de points d'amélioration du score UPDRS à 24 mois, ce qui a permis à la molécule d'avoir un développement accéléré, c'est-à-dire qu'elle est passée de la phase 1 à la phase 3, directement sur ce type de thérapeutique, avec des financements spécifiques au niveau américain, au niveau de la FDA. Et il se trouve que le premier patient de cette phase 3 a été inclus avec une injection lundi. Donc en fait, quand on parle des considérations éthiques dans la recherche, ça avance. On est déjà sur de la phase 3. Il y a une centaine de patients qui vont être inclus aux États-Unis. Les autres thérapeutiques impliquant les cellules pluripotentes, ce sont soit des cellules autologues où on fait à partir de cellules pluripotentes du patient, on va vers ces développements de progéniteurs ou d'autres cellules adultes. Là, c'est les équipes japonaises qui ont injecté 6 patients avec ces cellules pluripotentes. Pareil, plutôt une amélioration dopaminergique à 18 mois. Le bénéfice moteur dans cette étude de phase 1, alors toujours, ce n'est pas des études où on évalue l'efficacité, on avait un gain d'environ 9 points d'amélioration du score UPDRS. Alors, quels sont les questionnements autour de l'utilisation de ces cellules souches embryonnaires ou des cellules pluripotentes ? Ce n'est pas complètement la même chose, puisque d'un côté, on développe une recherche à partir d'embryons, avec toutes les considérations et toutes les discussions qu'il peut y avoir sur le plan éthique de l'utilisation de l'embryon dans la recherche. Sur les cellules souches pluripotentes induites ou autologues, on n'a pas cette problématique de discussion.
Néanmoins, comme on va vers une activation cellulaire, on ne sait pas jusqu'où peut s'arrêter cette activation cellulaire. Il peut y avoir des risques de tératome, il peut y avoir sur les cellules souches pluripotentes, notamment autologues, des reprogrammations génétiques auxquelles on ne s'attendait pas forcément. On a l'impression qu'avec les cellules souches embryonnaires, les choses sont peut-être un petit peu plus stables et avec une puissance de différenciation améliorée. Néanmoins, il faut que les patients soient sous immunosuppresseurs pendant l'année qui suit. Mais effectivement, ça pose beaucoup de questions sur l'utilisation de ce type de matériel. Et face à tout ça, quels garde-fous bioéthiques se sont mis en place ou installés? Alors sur la thérapie génique, c'est quand même une recherche et une évolution qui a plus d'une quarantaine d'années et avec des traitements qui sont maintenant dans le soin. Je pense à l'amyotrophie spinale notamment. On a maintenant des thérapies géniques appliquées dans le cadre du soin et on a donc vu évoluer la réflexion éthique et l'encadrement éthique avec cette évolution de la recherche thérapie génique sur d'autres maladies que la maladie de Parkinson. Il y a l'encadrement des thérapeutiques par l'Agence de biomédecine. Les procédures, ici on fait une instillation intracérébrale avec un vecteur viral, ont été davantage travaillées et sécurisées, mais on voit qu'il y a encore des choses à optimiser. Souvent il y a des comités de suivi indépendants et puis il y a la veille de l'ANSM. Sur les cellules souches pluripotentes, on rejoint un peu les aspects de thérapie génie. Il y a toujours l'agence de biomédecine, mais c'est surtout les conséquences à long terme de choses que parfois on va découvrir qui restent questionnantes. Et sur les souches embryonnaires, effectivement, on utilise des embryons. Ça a amené des lois de bioéthique qui ont été éditées, qui ont été amenées à être évoluées. Évidemment, le comité consultatif national d'éthique s'est particulièrement penché sur cette recherche spécifique. Et ce qui est le cadre actuel et probablement qu'il faut qu'il le reste comme ça. Effectivement, ce sont des embryons qui sont conçus dans le cadre d'un projet d'assistance médicale, c'est-à-dire qu'on ne décide pas de produire des embryons pour faire de la recherche. Les couples ou les femmes qui font ces procédures doivent avoir donné leur consentement pour éventuellement utiliser ce type de matériel. Et il a été mis la notion de projet, il ne faut plus qu'il y ait de projet parental avec ces embryons qui ont été conçus dans le cadre de l'APM. On a le droit d'utiliser du tissu embryonnaire c'était avant 7 jours, maintenant c'est passé à 14 jours. Et il y a légitimement encore beaucoup de discussions, de controverses en fonction du statut qu'on peut donner éventuellement à ces embryons. Face à ça, j'ai essayé de voir si on avait des éléments de littérature justement sur ces aspects des choses. Et je suis tombée sur cette étude suédoise qui a interrogé, alors à la base il y en avait un peu plus, mais il y a plus de 400 personnes qui ont répondu à un questionnaire, donc c'est en population, pour savoir quel était leur positionnement vis-à-vis de l'utilisation de cellules souches embryonnaires, un peu plus spécifiquement dans le cadre de maladies de Parkinson, puisque c'est une pathologie où on n'a pas de traitement curatif. Et on voit qu'il y a 70% de cet échantillon qui était plutôt favorable à l'utilisation dans le cadre de la maladie de Parkinson. Ça baisse un peu quand on évoque d'autres maladies, peut-être avec une connotation moins neuro-évolutive. Et effectivement, si les traitements avec les cellules pluripotentes qui émanent de l'adulte ou autologues sont tout aussi efficaces, l'utilisation de cellules souches embryonnaires a un peu moins sa place. Et quand on essaye d'ajuster sur le niveau socio-éducatif des gens, l'âge, leur connaissance des domaines de santé, et puis des notions un peu plus, et puis leur lien par rapport aux idées de religion, effectivement,
l'acceptation d'utilisation de ce type de matériel est moins acceptée. Ils ont aussi évalué du point de vue du patient, chez des patients avec une maladie de Parkinson. D'un côté, c'est un questionnaire en ligne de plus de 500 patients parkinsoniens et de l'autre, c'est une étude qualitative. Et ce qui ressort, c'est que globalement, les patients sont plutôt favorables à la mise en place de ce type de recherche. Ceux d'autant plus qui sont dans une phase un peu plus avancée de leur maladie et avec... commence à avoir des difficultés d'adaptation thérapeutique. Et ce qui est ressorti aussi de cette étude, c'est que la manière dont les gens voyaient le statut de l'embryon n'impactait pas forcément leur décision de participer ou pas à ce type de recherche. Je vous ai dit qu'il y avait aussi un questionnement autour de la justice, de l'équité d'accès aux essais cliniques et les problèmes de représentativité dans les essais cliniques. Alors, j'ai eu du mal à trouver quelle était la proportion d'hommes et de femmes dans ces essais très novateurs. Dans l'essai de cellules souches et sur le vecteur viral, on avait 75% d'hommes. Et dans l'un essai, on avait 60%. Alors, c'est vrai que la maladie de Parkinson est un tout petit peu est plus fréquente chez les hommes que chez les femmes. Et si on veut avoir un ratio à peu près équivalent dans une étude, on est plus autour de 60% d'hommes et 40% de femmes. Alors, c'est illustratif sur 3 essais, mais en fait, il y a eu un travail beaucoup plus fourni en 2018 où plus de 120 études ont été évaluées avec plus de 220 000 patients pour regarder s'il y avait une inclusion différente en prenant en compte la différence de fréquence de la maladie de Parkinson dans les essais thérapeutiques entre les hommes et les femmes. Et effectivement, en proportion, même quand on ajuste sur le fait qu'il y en a un peu plus, il y a plus d'hommes inclus dans les essais thérapeutiques que les femmes. C'est essentiellement des études ou en Europe ou aux États-Unis. Et c'est encore plus marqué quand on va vers des thérapeutiques de type stimulation cérébrale profonde ou sur des patients à un état fluctuant. Le paradoxe, c'est quand on regarde l'évolution de la maladie de Parkinson entre les hommes sont plus à même de développer des dyskinésies, donc des fluctuations et des complications, et elles ont moins accès aux essais thérapeutiques. Au-delà des aspects d'essais thérapeutiques, c'est aussi lié au fait, et là, d'autres travaux l'ont démontré, que le diagnostic est plus tardif, qu'elles vont moins souvent elles ont moindre accès à un neurologue, et la disproportion, comme je vous l'ai dit, était plus marquée dans les traitements de seconde ligne. J'ai pris le focus des femmes, bon, c'est un peu biaisé, mais j'aurais très bien pu prendre le focus du niveau socio-éducatif, du lieu de vie, etc., dans cet accès aux essais thérapeutiques. Et c'est vraiment une réflexion qu'il faut avoir, parce que d'autres études ont montré que par exemple, chez les femmes, la qualité de vie était bien plus améliorée sur les essais DBS que chez les hommes. Je conclus. On voit qu'il y a des innovations en recherche avec des choses qui avancent rapidement, et il faut toujours un équilibre entre, oui, ces innovations, oui, on veut trouver des traitements pour avoir un traitement curatif, mais à chaque fois, il faut faire la balance avec les réflexions éthiques et les considérations éthiques. Avec les patients, vous avez bien compris que la transparence est complètement indispensable. La réflexion sur l'accès équitable, et puis on l'a évoqué à plusieurs reprises hier et encore ce matin, quand on développe ces protocoles de recherche, une collaboration aussi avec les patients dans les attendus ou même dans la compréhension des molécules et dans les objectifs de la recherche est absolument à prendre en considération. Je vous remercie. Bien. Donc maintenant, Dominique Gouel puis Pierre Burbeau vont mener une réflexion à partir de la stimulation cérébrale profonde, entre autres, et voir comment finalement des écarts peuvent être maléfiques par rapport à une thérapie qui au départ doit réparer, rétablir et non pas sûrement améliorer, mais non pas augmenter. Bien, merci beaucoup, Monsieur Bulac. Merci pour l'invitation. Merci aussi aux organisateurs de cette université d'été de m'avoir invité pour discuter de ces aspects avec vous aujourd'hui. Vous avez vu le titre, c'est un titre ambitieux. C'est pour ça qu'on est deux avec Pierre Burbeau pour le traiter.
10 minutes chacun, donc il faut que je me dépêche. Donc la stimulation cérébrale profonde, je vais reprendre quelques notions assez basiques. Donc excusez-moi si vous avez déjà ces notions. Ça consiste en quoi la stimulation cérébrale profonde à haute fréquence? Ça consiste à mettre en place des électrodes à l'intérieur du cerveau dans des régions qu'on appelle les ganglions de la base. Et pourquoi on a été ciblé ces régions qui sont en bleu ici sur ce schéma? C'est parce qu'on a découvert, grâce à des modèles primates de maladie de Parkinson, intoxiqués par du MPTP, qui est un toxique mitochondrial, que effectivement ces animaux développaient les mêmes symptômes que les patients qui souffraient de maladie de Parkinson. Et grâce à cette recherche préclinique, à ces travaux réalisés notamment dans le laboratoire du professeur Bulack avec Erwan, avec Christian Gross, Pierre, Hamid Benazous, on a pu constater qu'il y avait un emballement de ces structures sous-corticales, qu'on appelle les ganglions de la base, et un défaut de communication entre le cortex et ces ganglions de la base, avec des messages anormaux. Quand on enregistre les neurones de ces structures-là, on voit que par rapport au primate, au singe qui n'est pas intoxiqué, qu'il y a des anomalies énormes d'activité neuronale et de régularité des neurones et d'hyperactivité de certaines structures. Et en particulier, c'est là-dessus que je me focaliserai sur le noyau sous-thalamique, qui est listé dans tous les ganglions de la base que vous avez. Alors, je ne sais pas s'il y a un pointeur, mais vous voyez, il y a un tout petit noyau qui est le noyau sous-thalamique. Voilà, qui est tout en bas. Et donc, effectivement, en mettant des électrodes dans cette région-là, en les reliant à un dispositif qui est placé en sous-cutané, en région sous-claviculaire, un pacemaker, en fait, on envoie des impulsions électriques à haute fréquence. On envoie près de 130 pulses électriques par seconde dans cette structure-là pour modifier le langage de cette structure-là, le message qui transite par cette structure-là. Et on constate effectivement qu'on améliore et les symptômes du primate, mais les symptômes du patient. On réduit le tremblement, on améliore la vitesse du mouvement, on réduit les raideurs musculaires. Et donc c'est vraiment une thérapeutique qui maintenant est proposée en routine comme traitement de seconde ligne dans la maladie de Parkinson, en opérant sur Bordeaux autant les femmes que les hommes. Il n'y a pas de distinguo. Voilà, je rassure Alexandra. Alors, quand on regarde l'activité, le message qui passe dans ces ganglions de la base, vous voyez que le cortex communique avec ces structures-là. Donc, les ganglions de la base ici sont notés avec noyau codé, GPE et noyau sous-thalamique. Et ce qui est important ici de noter, pour mieux comprendre pourquoi on vous parle de ce noyau sous-thalamique, de la maladie de Parkinson et de l'homme réparé, et comment on peut déraper en réparant. C'est un petit peu ça les aspects éthiques de la journée. Et donc, il faut comprendre que ces structures-là, elles sont dans chacune de ces structures des ganglions de la base, il y a des différentes couleurs qui ont été mises ici parce que des messages différents vont circuler à l'intérieur de ces noyaux. Et vous voyez que ces messages, ils peuvent être moteurs, ils sont représentés en vert, mais ils peuvent être également associatifs, cognitifs. Prendre des décisions, par exemple, anticiper, ça fait partie de nos fonctions cognitives. Donc, c'est représenté avec des territoires qui sont en violet, qui sont très, très importants. Puis, vous voyez qu'en jaune, on a des territoires limbiques. Ça veut dire qu'il y a des informations émotionnelles qui vont circuler entre le cortex et les ganglions de la base, et ceci dans chacun des noyaux des ganglions de la base, en particulier dans le noyau sous-thalamique. Et vous voyez que le noyau sous-thalamique est tout petit. Il est gros, comme j'ai entendu l'autre jour, comme un raisin sec. Voilà, ça vous donne une idée, à peu près. Et donc là, ce qui est important, c'est qu'on a l'impression sur le schéma d'avant que tout est séparé. Alors, ce n'est pas tout à fait faux, mais quand on regarde le noyau sous-thalamique, qui est tout en bas de la dernière ligne là, du schéma de gauche, on voit qu'il y a plusieurs territoires qui sont représentés. Les territoires moteurs qui sont un peu en jaune, les associatifs qui sont en noir et vert, et puis les limbiques qui sont en bleu. Et donc, quand on regarde la photo de droite, on voit qu'il y a des interrelations entre tous ces territoires. Donc, quand vous allez mettre des électrodes dans le noyau sous-thalamique, dans la région sensorimotrice pour améliorer les symptômes moteurs, il n'est pas exclu qu'on puisse parfois avoir des effets sur le comportement et les émotions chez ces patients. Et c'est ce qui peut arriver quand on stimule le noyau sous-thalamique. Donc là, c'est juste pour vous représenter qu'on met des électrodes dans le noyau sous-thalamique, mais pas que. On peut mettre, en fonction des différentes pathologies motrices, des électrodes dans d'autres endroits, dans le thalamus ou dans le pallidum interne, en fonction des maladies motrices.
Et puis Pierre Burbeau vous parlera un petit peu de ces aspects-là dans des maladies plus aux confins neuropsychiatriques. Donc si on revient sur le noyau thalamique, quand on regarde les modélisations du courant qu'on envoie, donc on envoie des pulses électriques, ben vous voyez que sur le petit schéma du bas, quand on augmente l'intensité du courant qui passe par ces électrodes-là, eh ben vous allez affecter une région plus ou moins importante du noyau sous-thalamique, pas que la région sensorimotrice, mais peut-être aussi la région qui traite les informations cognitives et émotionnelles, et puis vous allez même sortir du noyau. Donc c'est l'image de droite avec le 100%, vous avez une grosse boule rose qui déborde comme ça. Et donc c'est comme ça qu'on explique finalement ce qu'on peut observer chez certains patients. Est-ce qu'on altère l'intégrité psychique de nos patients? Est-ce qu'on modifie leur comportement parfois? Est-ce qu'on modifie leur personnalité? Alors pour la personnalité, peut-être que Pierre en dira un mot, on modifie a priori pas leur personnalité, ça reste les mêmes patients, mais par contre leur comportement peut varier. Et donc au fil des années, et ça nous a servi justement pour proposer cette thérapie pour des maladies psychiatriques, par exemple, dont vous parlera Pierre Burbeau, on a observé des effets secondaires qui étaient liés à la stimulation probablement de ces régions émotionnelles du noyau sous-thalamique. Et donc on a eu des descriptions de dépression majeure, de dépression aiguë, de mélancolie, de patients qui, en fonction du réglage que vous faites, veulent se suicider sur le moment présent, avec un mal-être intense et qui sont des troubles du comportement, des troubles de l'humeur ici qui sont on-off, c'est un peu particulier. Et donc si vous modifiez le réglage, ces phénomènes-là disparaissent. Mais le mal-être du patient, il est vraiment très très important. Donc ça a été très bien décrit. Et puis, on sait qu'on se pose toujours la question de savoir si les patients vont développer des effets secondaires à plus long terme et non pas en aigu. Et donc, des risques de suicide ont été décrits chez les patients neurostimulés. Mais par rapport à la population générale, il ne semble pas que ces risques-là soient beaucoup plus importants. Ensuite, on a pu observer chez ces patients des troubles du contrôle des impulsions. On a certains de nos patients qui commencent à développer en fonction des réglages qu'on fait, notamment en augmentant un petit peu le courant et en fonction de la position des électrodes dans le cerveau, si elles sont un petit peu en avant dans ces régions limbiques. On va observer des troubles du comportement, des patients qui vont se mettre de façon sournoise à sortir de chez eux sans prévenir leur conjoint, avoir des phénomènes de désinhibition. Ils vont commencer à être joviaux, à être désinhibés, à, par exemple, boire de l'alcool, à sortir, à voyager, faire des voyages pathologiques. Et ceci peut être lié, effectivement, à cette stimulation cérébrale profonde. Donc il est très, très important, même si ça reste peu de patients par rapport à la quantité de patients opérés, de bien prévenir en amont les patients avant la chirurgie de ces potentiels effets secondaires comportementaux. Et donc c'est vrai qu'on insiste beaucoup là-dessus, en consultation, mais également en éducation thérapeutique, puisqu'il y a de l'éducation thérapeutique pour la stimulation cérébrale profonde. Donc ce sont des phénomènes qui sont toujours à l'étude. Est-ce que ces troubles du comportement vont survenir préférentiellement chez des patients qui ont déjà des troubles du comportement avant, qui avaient une tendance, parce que vous pouvez avoir des patients qui vont se mettre à jouer à des jeux d'argent, par exemple. Est-ce que finalement c'était une tendance qui préexistait à la chirurgie et on l'exacerbe avec la stimulation, ou est-ce que ce sont des troubles du comportement qui sont vraiment nouveaux, qui ne font pas partie du registre des habitudes du patient? L'apathie, c'est un autre phénomène qui est plus compliqué à expliquer avec la stimulation du noyau thalamique, puisque lorsqu'on est bien positionné et qu'on stimule ces patients, on réduit de 50% la thérapeutique pharmacologique. Et donc souvent, l'apathie, c'est-à-dire cette espèce d'adynamie, de manque de motivation pour faire des activités, sans véritable tristesse, elle peut être liée à la baisse de la dopamine, par exemple, et de certains traitements dopaminergiques. Donc la physiopathologie est un petit peu plus complexe ici. Qu'est-ce qu'on peut retrouver chez certains patients? Des phénomènes de désinhibition et d'impulsivité et d'agressivité. On a des conjoints qui rapportent l'apparition de ces éléments-là après des réglages qu'on a fait en consultation. Donc ça, c'est encore des éléments qu'on observe assez couramment quand la stimulation est trop forte. Puis après, on peut avoir des troubles cognitifs, mais qui sont pas, c'est pas une plainte du patient. Il va pas nous dire, j'ai un trouble de l'affluence verbale. On va tester ces patients-là et on constate
en post-opératoire, si on va creuser dans ces registres-là, qu'ils ont effectivement des difficultés à donner une série de mots qui sont dans la même catégorie, par exemple. Donc c'est relevé par des tests neuropsychologiques, mais sans qu'il y ait de plainte du patient lui-même sur ces éléments-là. Sur la fin de la diapositive, je crois que j'en ai déjà parlé, donc je ne reviendrai pas sur ces troubles du comportement. Donc vous voyez que ça peut altérer quand même finalement l'intégrité du patient, qu'il faut prévenir les patients de cette possibilité-là, les accompagner au mieux pour justement ne pas les laisser dans ces situations-là et faire en sorte qu'avec des modifications thérapeutiques, on puisse leur faire recouvrer leur état antérieur. Alors je finirai, mais très brièvement, sur ces deux autres cibles, parce que dans la maladie de Parkinson, parfois on peut être amené à cibler une autre structure que le noyau thalamique, comme le thalamus, qui est un énorme, vous voyez cette grosse patate colorée. Eh ben, en fait, on va dans la petite région bleue qui est tout en dessous, qu'on appelle le VIM. Et en fait, quand on regarde cette structure, l'intérêt de vous montrer ça, c'est que les régions motrices et les régions limbiques, émotionnelles et cognitives sont relativement éloignées les unes des autres. Et donc, on a beaucoup moins de troubles du comportement avec ces cibles-là, quand on stimule ces patients, qu'avec le noyau sous-thalamique, pour les raisons dont on a parlé juste avant. Quelques troubles du sommeil ont pu être rapportés, des insomnies notamment en stimulant cette région-là, parce qu'on sait qu'il y a des voies ascendantes d'éveil qui passent par le thalamus. Et puis il a pu être montré, là encore, quand on va gratter un petit peu sur le plan neuropsychologique, on peut, en faisant des tests, relever qu'il y a certains défauts de fonction cognitive, comme la difficulté à percevoir ce que sont des verbes d'action pour un sujet. Mais il faut mettre le sujet en situation, et dans la vie quotidienne, il s'en plaint pas. Pour le pallidum interne, qui est une autre cible qui a été la première qu'on a proposée dans la maladie de Parkinson comme cible, qui marche aussi pour améliorer les symptômes de la maladie de Parkinson. En fait, cette cible-là, on s'est rendu compte qu'elle est plutôt efficace dans toutes les pathologies hyperkinétiques où il y a trop de mouvement. Et la maladie de Parkinson, c'est plutôt une maladie où il n'y a pas assez de mouvement. Donc, on a un peu abandonné cette cible-là pour la maladie de Parkinson, même si pour certains patients, on peut encore leur proposer. Et là encore, on n'a pas d'effets comportementaux. On n'a pas les mêmes difficultés que l'on a à gérer la stimulation quand on stimule le noyau sous-thalamique. Donc, en conclusion, ben voilà, on a bien compris que c'est le noyau sous-thalamique qui est au centre de tout ça, de ces noyaux gris centraux, de ces ganglions de la base, que le fait qu'on ait des effets secondaires est probablement lié à l'anatomie de cette structure, au chevauchement des différentes informations qui circulent à l'intérieur de cette structure. Et puis, je vais laisser la parole à Pierre Burbeau pour vous parler de la suite. Bien, bonjour à tous. Alors, moi, je mettrais peut-être un petit bémol à ce que nous a raconté mon collègue et ami, dans la mesure où je vous rassure, le plus souvent, la stimulation du noyau sous-thalamique, ça marche globalement bien. Il y a très peu d'effets secondaires. Vous avez vu hier, je crois, un de mes patients, François Pelletier, qui en est une bonne démonstration, je pense. Est-ce que je pourrais avoir les diapositives? Ah, pardon, c'est moi. La flèche de droite. Ici, là? D'accord. Bien, donc moi je vais vous parler d'autres aspects qui sont un peu plus neuropsychiatriques, à côté de la motricité dont vous a parlé Dominique. Donc effectivement, la stimulation cérébrale profonde permet d'améliorer de façon très claire les troubles moteurs d'un certain nombre de maladies neurologiques, mais la question qui se pose, c'est peut-on aller plus loin, et notamment dans le champ de la psychiatrie? Alors à cette question, la réponse est oui, sans ambiguïté, je vais essayer de vous en parler. La deuxième question que je me pose, c'est s'agit-il de modifier le cerveau et la personnalité? Et là, la réponse est non, très clairement. Alors Erwan, tout à l'heure, nous a parlé de transhumanisme et puis des différences de point de vue entre les démocraties occidentales et les États-Unis, en sachant que maintenant les États-Unis n'est plus une démocratie, enfin j'ai cru comprendre. Voilà, donc c'est le fantasme du transhumanisme. Alors je ne vais pas m'y étendre beaucoup dessus, vous savez tout ce qu'est le transhumanisme. À côté des problèmes philosophiques et éthiques qu'il peut poser, qui sont le point central, le point de départ,
il y a aussi toute une dimension beaucoup plus pratico-pratique et je dirais biologique, c'est-à-dire on est encore très loin au jour d'aujourd'hui du dialogue direct entre un système biologique qui est le cerveau et les systèmes informatiques. S'imaginer qu'on va pouvoir introduire des puces dans les cerveaux et les faire dialoguer, c'est une démarche qui est scientiste, c'est de la science-fiction, mais ce n'est pas une démarche scientifique. Alors, notre objectif, c'est de moduler l'activité de certaines régions cérébrales qui sont dysfonctionnelles et qui, le plus souvent, ont une valence émotionnelle et parfois une valence cognitive aussi, mais de façon plus indirecte. Donc là, je ne peux pas m'empêcher de poser un certain nombre de principes. Et la première question, c'est qu'est-ce que la personnalité d'un individu ? Donc, on peut la définir de la façon suivante. La personnalité, c'est l'ensemble des caractéristiques comportementales qui définissent les traits de l'individu de façon constante dans le temps. C'est ce qui ne change pas. Et en fait, elle correspond à la somme de nos habitudes comportementales, qu'elles soient motrices, cognitives, émotionnelles, qui sont élaborées tout au long de notre développement, depuis la petite enfance. Et elle va déterminer nos attitudes corporelles, notre mode de pensée, nos états d'humeur. C'est un processus qui est stable au début de l'âge adulte et qui se modifie ensuite très peu. Alors, à la naissance, quelques mots d'ontogénèse, le cerveau humain est totalement immature. Vous savez que c'est le cerveau le plus immature de tout le règne animal. Vous avez tous vu ces vidéos, on voit un poulain juste après la naissance qui, au bout de 3 minutes, va gambader aux côtés de sa mère. Il faut combien de temps pour qu'un petit humain arrive à marcher de façon autonome ? On va dire 15 mois, pour faire simple. Et très peu chez l'homme de comportements sont innés. En fait, nos habitudes se construisent au travers d'apprentissages multiples. Et ces apprentissages vont aboutir à la structuration de circuits neuronaux qui reposent sur des processus de plasticité synaptique. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais ce qu'on retiendra surtout, c'est qu'ils sont stables dans le temps. Alors, que peut faire la stimulation cérébrale profonde ? Eh bien, elle ne modifie pas les circuits complexes qui sous-tendent la personnalité. Ça, ce n'est pas possible. Il faudrait modifier tout le fonctionnement du cerveau. Elle module l'activité de certaines régions qui sont impliquées essentiellement dans les fonctions limbiques, donc Dominique l'a dit, émotionnelles, et éventuellement indirectement cognitives, de façon très indirecte. Donc, les principales indications dans le champ de la psychiatrie, pour l'instant, concernent les troubles obsessionnels compulsifs, le syndrome de Gilles de la Tourette, je vous montrerai peut-être une vidéo tout à l'heure, les dépressions. Alors, quand on parle de dépression, c'est des dépressions extrêmement sévères qui résistent à tout, bien évidemment. Et il y a quelques cas également d'hétéro-agressivité qui ont pu être traités par stimulation cérébrale profonde, notamment chez les autistes. Mais là aussi, ça pose un problème éthique qui est évident. Alors, il y a un certain nombre de publications qui ont été faites. Là, je me suis penché sur des méta-analyses récentes qui, peu ou prou, toutes montrent une efficacité de la stimulation cérébrale profonde dans le cadre des TOC, du Tourette et de la dépression. Mais il faut quand même se méfier énormément de ces études cliniques, car un très grand nombre d'études, que ce soit d'ailleurs dans le cas de la motricité ou de la psychiatrie, sont des études en simple aveugle. Et souvent, ça change tout. Et on le voit particulièrement dans le cadre de la psychiatrie. On a absolument besoin d'études en double aveugle. C'est absolument fondamental. On passe d'un résultat, parfois du simple au double. Donc ça marche de l'ordre de 50% d'amélioration. Alors l'utilisation de cette technique chirurgicale pose cependant un certain nombre de problèmes éthiques. Et le premier, c'est la nature de l'information qu'on donne aux patients et son consentement éclairé. C'est un problème majeur pour différentes raisons. D'une part, il faut bien l'informer des risques liés au geste chirurgical, j'en reparlerai tout à l'heure. Il y a la nature irréversible de la technique. Parce qu'on leur implante une électrode dans une région profonde du cerveau qui est reliée à un neurostimulateur, soit en région sous-scapulaire, soit en région abdominale. Alors, si on peut retirer très facilement le stimulateur, c'est sous-cutané, c'est facile, anesthésie locale. Par contre, on ne retire pas l'électrode. C'est un matériel qu'on implante à vie, car il est beaucoup plus risqué de retirer l'électrode que de la laisser en place. Ensuite, il y a la nécessité d'un suivi sur le long terme. Ces patients, on va les suivre tout le long de leur existence, en sachant qu'il y a un contexte neuropsychiatrique, trouble du comportement.
un risque d'effet secondaire qui est lié à la stimulation, j'en reparlerai tout à l'heure, mais le risque principal de très loin, et ça c'est particulièrement vrai dans ces pathologies neuropsychiatriques, c'est le risque d'échec de la procédure. On n'est pas sûr que ça marche. On ne peut pas dire aux patients, on va vous améliorer en mettant en place un dispositif de DBS. Pourquoi on ne peut pas les améliorer ? Pour deux raisons. D'une part, parce qu'on ne connaît pas toujours parfaitement la physiopathologie de la maladie, et d'autre part, parce qu'il y a une variabilité interindividuelle qui est extrêmement importante. J'aurais envie de dire ça aussi dans le maladie de Parkinson. Il n'y a pas deux patients parkinsoniens qui sont exactement les mêmes. Et alors, dans le champ, dans la psychiatrie, la variabilité est encore plus importante. Il y a le problème du coût de la procédure et l'accès à la technique, qui va dépendre des régions, qui va dépendre des pays, qui va dépendre des continents. On n'est pas tous égaux face à ce type de prise en charge. Les indications chirurgicales restent pour l'instant expérimentales. On en est encore à ce stade-là, donc elles ne sont pas toujours validées. Et puis, il y a toujours un problème qu'a évoqué Alexandra tout à l'heure, le fait que dans certaines indications, elles sont développées dans le cadre d'essais cliniques, mais quand l'essai clinique s'arrête et puis que les patients ont été améliorés, on ne les suit pas toujours de la façon la plus optimisée. Alors, l'utilisation de cette technique pose également un certain nombre de problèmes cliniques. Les effets secondaires qui sont liés au geste chirurgical, il peut y avoir des hématomes au moment de la mise en place de l'électrode dans le cerveau, il peut y avoir des infections post-opératoires, infections qui sont variables en fonction des pathologies parce que le terrain dysimmunitaire n'est pas le même dans toutes les pathologies. On a fréquemment des infections dans la maladie de Parkinson, on en a beaucoup dans le syndrome de Gilles-Latourette alors qu'on en a très peu dans les dystonies et très peu dans le tremblement essentiel. Donc il y a dans ces maladies-là, il y a tout un champ de recherche qui nous montre que un grand nombre de maladies psychiatriques ne sont pas simplement des maladies du cerveau, mais sont des maladies du court parce qu'il y a des anomalies dysimmunitaires. Enfin, vous avez peut-être entendu parler de ça dans le cas de la schizophrénie, notamment. Ensuite, il peut y avoir des effets secondaires qui sont liés à la stimulation sur le court terme. Lorsqu'on utilise la cible du pallidum interne dans le syndrome de Gilles-Latourette, donc c'est la partie antéromédiale du pallidum interne qui est la partie limbique, eh bien, on peut générer une anxiété, une nervosité, une insomnie. Alors, c'est des effets secondaires qui sont relativement mineurs parce qu'en adaptant les paramètres de stimulation, on peut s'en sortir assez facilement. Dans l'accumbens, qui est la partie ventrale du striatum, là, on a très peu d'effets secondaires. On peut éventuellement générer une petite anxiété. Et on utilise également le nœud sous-thalamique pour la thérapeutique dans le cadre des troubles obsessionnels compulsifs. Alors là, on a des effets secondaires qui sont tout à fait clairs, avec des états hypomaniaques, voire maniaques, qui peuvent être sévères. Et c'est d'ailleurs un élément qu'on peut retrouver éventuellement dans le cas de la maladie de Parkinson, lorsque les électrodes sont un peu trop antérieures. Et puis, il y a les effets secondaires qui peuvent être liés à la stimulation sur le long terme. Et là, il faut le dire, on ne sait pas. On ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va parce qu'on a quand même une stimulation électrique chronique qui, pour l'instant, est continue, même si on va aller vers des techniques de stimulation adaptative intermittente. Et est-ce qu'on ne va pas induire des phénomènes de plasticité pathologique sur le long terme ? La question est posée. On a l'impression, avec le recul que l'on a dans les pathologies qu'on maîtrise bien, qui sont plutôt les pathologies motrices, et puis également le syndrome Gilles-Latourette, qu'il n'y a pas d'effet secondaire très clair sur le long terme. Mais je pense qu'il faut rester extrêmement prudent. Alors, là, je ne sais pas si je peux vous montrer cette vidéo, Bernard. Donc c'est simplement pour illustrer le fait que la stimulation ne modifie pas la personnalité du sujet. Donc c'est un patient qui n'est pas un patient borderé, pour le coup, qui présentait un syndrome de Gilles-Latourette extrêmement sévère, avec une sémiologie dont vous avez sûrement entendu parler, qui s'appelle la coprolalie. La coprolalie, c'est le besoin irrépressible de dire des injures, notamment en caractère social. Et donc, mais chez lui, vous allez voir, c'est quand même assez impressionnant. Et on lui a proposé donc une stimulation du pallidum interne dans la région antéromédiale. Alors, comment je vais faire pour... Voilà, alors là, c'est parti aussi. 2 minutes 30 aussi.
Oui, à peu près, on va Fils de garder pute. comme ça. Fils de pute, à peu près. Fils de pute. Ouais, c'est très long avec la psychiatrie après-midi. Pétasse, ça va passer 3 heures. Là. Pétasse, elle va répondre aux mêmes questions, toujours les mêmes. Pétasse, c'est très long. Voilà. Bon, et alors on profite de reparler encore de l'histoire de quand vous vous êtes inquiet au sujet de vos enfants. Ah, au sujet de ma fille. Voilà. Ah, j'ai un rituel, pétasse. Oui. Faut que je fasse 3 bisous sur ma main, je touche 3 fois ma tête, pétasse, et après il faut que je touche du bois. Si je touche pas du bois, il faut que je cherche du bois dans la pièce ou pétasse. Ah, il vous faut chercher du Il faut que je bois. trouve du bois. Du bois, je sais Il pas quoi. décrit très On dit très que bien le bois, la ça prend sémiologie. bonheur. Hein. Oui. Pétasse, il faut que je touche du bois. Il faut que tous mes doigts ils touchent le bois. Bah, mais si, il faut que je me fasse C'est bien. avec les deux mains ou une seule main? Avec les deux mains. Ah, il faut que tous les Pétasse, doigts il faut que tous les des doigts- des tous les deux doigts, mains pétasse touche le bois. touchent le bois. Fils D'accord. de but. Je sais pas, c'est même si je me dis que c'est débile parce que pétasse, c'est un rituel à la grande, et il faut que je fasse pétasse au moins une fois avant de m'endormir. Avant de me pétasse en me couchant. D'accord. Sinon, je peux pas m'endormir si je veux. Alors, la Pétasse. question que Je lui ai dit, je hein, voulais pétasse, vous pétasse, poser, c'est le alors, végétarien. Comment je fais là pour... Ah, voilà. Alors là, c'est parti aussi. Alors, la question. 2 minutes 30 aussi. mon souci, c'est comment je peux... Voilà. Je peux faire ça, voilà. Alors, Donc, la on le- question que on le je voulais voit vous poser, c'est alors quel est votre point de vue laisser maintenant? Ça parler. fait combien de temps que vous êtes avec la stimulation Non. cérébrale? On va dire, ça fait 6 mois, je crois, à peu près. 6 mois, je suis depuis. Pas plus depuis que 6 M6. mois? Bah, M3, je sais Ah pas. je sais oui, pas c'est si- vrai. Entre M3, je pense que oui. Entre M3 et M6, si j'étais branché. Oui, Je oui, suis oui. sûr Ça, que c'était c'est la pas. période en double aveugle, on savait Je pas. suis sûr de En fait, brancher. officiellement, en ouvert, ça fait 6 6 mois que vous avez la stimulation. D'accord. Et vous, quel est votre point de vue? Qu'est-ce que ça a apporté? Moi, ça a changé ma vie. Ça m'a amélioré de 80% ma l'éthique, quoi. J'ai plus gros, enfin 80% les gros mots. Partout où je vais, en plus les clients que je vois maintenant au boulot, que je voyais avant d'être opéré. Il je avait fais perdu souvent des son clients chaque boulot, année. bien sûr, avant la Oui, chirurgie. Il l'a oui. retrouvé après. C'est le jour et la nuit. Hein. C'est le jour et la nuit cette opération. Bon, ça va mieux quand même depuis l'opération. Parce que je pense que ça m'a touché, je sais pas si c'est mon touché les tissus ou quoi, Peut-être ça mais arrêter là. c'est le jour et la nuit. Je me dis, ça m'a enlevé 80% de médecine. C'est bon, c'est bon. Voilà. Donc alors, au total, ce qui est fondamental de façon générale dans ces techniques chirurgicales, quelle que soit l'étiologie, quel que soit le cadre nosologique, c'est la nécessité d'une information claire et détaillée des risques et des bénéfices attendus. En aucune façon, on ne guérit les patients. Et ça, c'est une croyance contre laquelle il est très difficile de lutter. Il faut expliquer clairement aux patients qu'on ne va pas le guérir, donc je me répète. Il faut faire une sélection exigeante des patients pour ce type de chirurgie avec un bilan opératoire complet sur le plan psychiatrique. Ça nécessite un trio avec un psychiatre, un neurologue, un neurochirurgien. C'est pas toujours facile de tous les réunir, hein, parce qu'avec les psychiatres et les neurologues, on vit dans des mondes parfois un peu différents, et c'est absolument fondamental. Et puis, il faut organiser un suivi de longue durée de ces patients qui vont comporter des évaluations régulières, parce qu'on les suit pour la vie ensuite. Ce n'est pas une thérapeutique one-shot. Voilà, je crois que j'ai terminé, me semble-t-il. Bien. Donc, nous avons balayé depuis la recherche fondamentale en passant par la recherche clinique et en observant plus particulièrement à la fin les effets de la stimulation cérébrale profonde de façon bénéfique, mais aussi de façon potentiellement moins bénéfique. Nous avons balayé plus particulièrement cette maladie de Parkinson. Donc, les questions sont ouvertes. Le champ des questions est ouvert. Monsieur Thibault Hazer. Oui, bonjour. Merci beaucoup à vous quatre pour vos exposés qui étaient vraiment passionnantes, avec beaucoup d'espoir et beaucoup aussi de sens de responsabilité. On le sent très bien, ce qui est très rassurant. Moi, j'avais deux questions. J'en avais une d'abord pour Monsieur Bézard, pour savoir quelle était la place des cérébroïdes, des organoïdes actuellement dans la recherche. Est-ce que ça fait partie justement des modèles qui sont utilisés pour essayer d'explorer, pour éviter par exemple notamment le recours à l'expérimentation animale? Est-ce que c'est quelque chose qui
qui est développé dans ce champ précis? Bien sûr, ça fait partie des nombreux outils qui sont à disposition. Alors, pensez qu'on va remplacer un organisme avec un mini-cerveau, un cérébroïde gros comme un ongle? Non, puisque la plupart des fonctions qui se développent dans notre tissu cérébral, ça dépend de la taille aussi du tissu cérébral et du nombre de connexions qui sont établies entre les neurones. Mais oui, ce sont des outils qui sont largement à disposition. Il faut imaginer qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, elle est utilisée. On utilise la technologie pour ce qu'elle apporte, mais ça ne remplace pas les autres technologies. Ça s'ajoute. Je voudrais rajouter un élément, Erwan, sur les cérébroïdes. Vous savez que de fait, on enregistre des potentiels d'action au niveau des cérébroïdes. On arrive à les faire jouer au Pong. Au Pong, c'est-à-dire ils peuvent renvoyer un peu une balle comme des enfants avec un ordinateur. Mais c'est tout ce qu'on a réussi à faire jusqu'à présent. Je ne savais pas, merci. Et j'avais ensuite une deuxième question. Absolument. Pour Madame Fouvert-Samier, pour Monsieur Burbeau, parce que vous l'avez tous les deux abordé. Il y avait cette question, parce qu'on est sur la notion de recherche, on parlait de la notion de double aveugle. Et je pense que c'est dans l'information sur laquelle vous avez tous les deux insisté du patient, le fait qu'il va y avoir des contraintes. On voyait ce jeune homme atteint de Gilles de la Tourette, on parlait à un moment donné qu'il y avait eu en fait un double aveugle et qu'il a été pendant 3 mois sans sonde active. Et je pense que c'est quand même des enjeux spécifiques. Et alors surtout, j'étais surpris, Madame Fouvert-Samier, pour la phase 3 dont vous parlez, que manifestement, c'est une étude avec une chirurgie sham, donc une chirurgie simulée. Et je me demande comment on peut justifier éthiquement pour une telle... on comprend, mais les difficultés de recrutement par rapport à ça et quels sont les moyens de rattraper ce sham? Est-ce qu'il y a des crossovers, entre guillemets, ou des choses comme ça? Alors, dans l'étude là qui a lieu, elle a lieu aux États-Unis, en fait. Donc, il y a effectivement, c'est questionnant parce qu'il y a des gens qui vont avoir une chirurgie invasive et pour lequel on n'aura pas de délivrance du substrat thérapeutique. Mais c'est une étude qui a lieu aux États-Unis. Et c'est vrai que d'un point de vue des méthodes, on peut réfléchir à d'autres méthodes d'analyse pour contourner cette problématique du double aveugle, notamment par peut-être des essais simulés ou ce genre de choses pour ne pas avoir cette exposition de patients à un risque chirurgical sans substrat thérapeutique potentiel. On ne sait pas si ça fonctionne, mais pour éviter d'avoir à exposer à ce type de choses. Je ne sais pas si M. Biolac. Oui. Le sham dans ces études, ce n'est pas forcément une introduction dans le tissu cérébral. C'est simplement faire au moins un trou dans l'os qui va ensuite se reboucher avec le temps. Mais c'est important, effectivement, au moins à minima. Il y a eu beaucoup de débats sur quel type de sham, comment on mène l'étude. Parce que pour toutes ces chirurgies, si le patient n'a pas l'impression d'avoir été opéré, il le sait tout de suite qu'il n'a pas reçu. Donc le minimum du trou dans la boîte crânienne semble important. Mais de vrais shams, c'est-à-dire jusqu'à l'introduction, parce que on sait aussi que ça peut avoir des effets trophiques d'introduire quelque chose dans le tissu cérébral, ont été réalisés il y a un certain temps, mais ce n'est pas le cas pour cette étude. Oui, moi je suis très attaché au double aveugle. Alors, évidemment, pour ce qui est de la chirurgie, c'est difficile pour ce qui est de l'acte chirurgical. Mais pour ce qui est de l'évaluation clinique, on peut très bien s'arranger. Je crois qu'on ne peut pas faire l'économie de la subjectivité. C'est fondamental. Ce n'est pas que les cliniciens chercheurs soient malhonnêtes, mais ils ont, bien sûr, par principe, mais ils ont quand même une tendance à booster un peu les résultats quand on remplit des échelles d'évaluation clinique. On s'en est tous aperçus quand on le fait. Et dans le cadre de la psychiatrie, c'est évident, quand on a des résultats qui sont annoncés avec des améliorations de 75%, et quand nous, on voit les patients derrière, on se dit, attends, il y a un problème, soit on ne sait pas faire, soit... Non, je pense qu'il est absolument indispensable, pour ces techniques, comme pour d'autres d'ailleurs, d'utiliser une approche en double aveugle. Le problème, la question est compliquée quand on améliore les patients effectivement avec la stimulation et qu'on doit l'arrêter. Donc sur le plan éthique, c'est compliqué puisqu'ils retombent dans leur pathologie. Et bien sûr qu'on peut le faire. Alors ça peut être en double aveugle. Le médecin qui va arrêter n'est pas celui qui va évaluer, etc. Sur l'arrêt. Ouais. Donc le patient et le médecin ne savent pas s'il est stimulé ou pas.
Donc ça, c'est faisable, mais ça pose des questions éthiques. Celui qui arrête, celui qui sait. Donc voilà, c'est là où... J'ai un exemple tout récent. On a mené une étude où on s'intéresse, comme le disait Dominique, à ce qu'on appelle, et Erwan en parlait aussi, les boucles fermées. Donc les boucles fermées, ça consiste à essayer de dégager des marqueurs biologiques d'une pathologie avec des électrodes qui sont en place dans le cerveau. On enregistre l'activité neuronale, local field potential, et on va essayer de faire émerger un signal pertinent qui va ensuite nous permettre de piloter la stimulation uniquement quand c'est utile. Vous voyez ? Donc dans ce cadre-là, on faisait une étude chez des patients opérés par Gilles de la Tourette qui ont déjà été opérés. Et pour les besoins de l'étude électrophysiologique, il fallait arrêter la stimulation 3 jours avant. Problème éthique, ils sont améliorés, on leur demande d'arrêter 3 jours avant, alors que vous avez vu la gêne. Et ceux qu'on opère, ils sont tous aussi sévères que celui-là, même si la présentation clinique peut être différente. Puis de microbiote et Parkinson et sans doute inflammation. Vaste champ qui ne concerne pas que Parkinson, hein, c'est microbiote et toute maladie du cerveau. C'est très difficile à étudier. Il y a très peu de gens qui étudient cela. C'est très difficile à étudier parce que nous, au niveau expérimental, j'entends, nous travaillons avec des animaux qui sont trop propres et qui n'ont pas la diversité du microbiote que nous pouvons avoir humains. Donc ça pose un grand nombre de problèmes. Le microbiote, je rappelle, ce sont les bactéries que l'on a dans le tube digestif, plusieurs kilos de bactéries et qui influent notre corps et ainsi que le fonctionnement de notre cerveau. Donc oui, c'est un champ de recherche, mais c'est un champ compliqué. En tout cas, ce n'est pas un champ qui est poursuivi à Bordeaux, parce qu'on n'est pas assez nombreux pour le faire, mais d'autres le font. Merci pour vos présentations, c'était vraiment passionnant. J'ai retenu une phrase qui a résumé les enjeux éthiques un petit peu de cette session. Comment on fait pour ne pas déraper en réparant ? La question que je me pose, c'est quelle est la temporalité de cet axiome éthique ? Parce qu'on voit que c'est, en fait, une fois qu'on a... Je parle de la stimulation cérébrale profonde ici. Une fois qu'on a mis une électrode dans le cerveau, c'est à vie, vous l'avez dit. Voilà. Et du coup, comment on fait pour que cette vigilance à ne pas déraper soit constante dans le temps ? Qu'est-ce que vous entendez par ne pas déraper ? Par exemple, que ça ne stimule pas des régions du cerveau, enfin des comportements ou des émotions qui ne sont pas voulues, quoi. Et comment on peut savoir demain que ça ne sera pas... Voilà, les effets secondaires, finalement pas à l'instant T de l'étude ou à l'instant T de la stimulation, mais... Voilà, parce dans la vie du patient. C'est ça, il faut bien différencier les effets sur le court terme, sur lesquels on arrive à les manager assez facilement en modifiant les paramètres de stimulation, dans la majorité des cas. Les effets sur le très long terme, il y a une inconnue très claire. Très claire. Dans le consentement... Mais bon, je crois qu'il faut relativiser quand même. Pour l'instant, avec le peu de recul qu'on a, bon, ça va. Pour les pathologies neuropsychiatriques, on a une dizaine d'années à peu près. Oui, en fait, quand on voit nos patients très régulièrement, comme on peut adapter les paramètres de stimulation à l'évolution de la maladie, on a parfois tendance à vouloir faire toujours mieux. Et on y va par petits pas. Et parfois, c'est très sournois, c'est-à-dire qu'on y va par petits pas, tout ça, et puis au bout d'un moment, au bout de quelques mois après les avoir vus, on a les retours du conjoint, en disant... c'est plus le même. Voilà. Et donc c'est là où, ce que disait Pierre, il y a des phénomènes aigus qu'on voit très rapidement et on arrête la stimulation, on change les paramètres, ça disparaît. Et puis après, il y en a d'autres qui s'installent de façon plus sournoise, donc il faut être vigilant, il faut prévenir, informer, faire de l'éducation thérapeutique. Oui, peut-être une question mais qui reprend celle de Léo et qui a sur 2 points. La première, c'est, si j'ai bien compris, donc il y a ces effets secondaires de la stimulation du noyau sous-thalamique, est-ce qu'on pourrait imaginer que des patients aient à arbitrer entre le mieux-être qu'apporte la stimulation à une certaine intensité et des effets secondaires problématiques? On a vu dans le film que vous aviez bien voulu commenter avant-hier, Nos vies avec Parkinson, que la vie avant l'opération, parfois, c'est une vie qui est décrite comme invivable par les patients. Donc on imagine qu'ils sont prêts à accepter pour un mieux-être, quand ils ont la certitude déjà
d'une maladie qui vivent et qui est très difficile à vivre, d'accepter un certain nombre d'effets secondaires. Donc est-ce qu'il y a ce dilemme pour vous, de temps en temps, d'arbitrer? Alors sur des effets secondaires, par exemple moteurs, parce qu'on en a aussi, on n'en a pas parlé, mais sur des effets secondaires moteurs, il y a des compromis, on en discute avec le patient. On lui dit, bah voilà, vous avez des difficultés d'élocution. Ces difficultés d'élocution, est-ce qu'elles sont vraiment insurmontables? Est-ce que c'est gérable? Et du coup, si c'est gérable, vous les acceptez, et puis finalement, vous êtes mieux par ailleurs. Donc ça, c'est une discussion qu'on a avec les patients. Les patients, maintenant, ils ont tous accès ils participent à leur prise en charge. Ils ont une télécommande. Donc avec une télécommande dont on définit des limites d'intensité, en plus, en moins, ils ont la possibilité de monter un petit peu la stimulation pour être mieux. Et puis si par exemple ils doivent prendre la parole, ils vont baisser un petit peu l'intensité de la stimulation, avoir moins d'effets secondaires. Et du coup, ils peuvent déjà prendre part à leur traitement, en fait, comme ça. Donc ça peut être une solution. Et puis effectivement, il faut discuter avec eux. Les contrats, entre guillemets, les attentes du patient, en fait, c'est l'attente du patient. Alors, on espère, avec la stimulation en boucle fermée, avec le fait qu'il y ait des biomarqueurs qu'on puisse... alors, c'est compliqué, hein. C'est vachement joli, hein. Quand on explique ça, on dit c'est génial, c'est extraordinaire. En fait, c'est hyper compliqué, hein. On n'y arrive pas encore, hein. Il y a plein de publications là-dessus. Et quand vous regardez les résultats, vous dites, oula, on n'a pas encore compris comment le cerveau dialogue, quoi. Ces régions-là dialoguent. Et donc, mais si on arrive effectivement à avoir des paramètres, des biomarqueurs qui soient pertinents et qui permettent d'ajuster la stimulation en intensité toute seule, eh bien, on va définir les limites des effets secondaires. On va dire, au-dessus de cette intensité, il ne faut pas y aller. Et on va définir l'intensité minimale pour laquelle le patient devrait être bien, même s'il n'est pas au top. Et du coup, la stimulation, elle se adaptera toute seule en fonction de l'activité cérébrale. Donc c'est un petit peu ça l'avenir de la stimulation. J'ai une réflexion qui me vient à l'esprit, si je peux me permettre de vous la faire partager. Je pense que l'IA, dans les années qui viennent, va beaucoup plus transformer le fonctionnement de notre cerveau au travers de phénomènes de plasticité. En tout cas, on peut l'imaginer, même si on n'a pas de données actuelles, que la stimulation cérébrale profonde, pour lequel il y a encore un très long chemin à faire avant d'arriver à une véritable stimulation adaptative. Merci. Guillaume de l'ICM. C'est une question vraiment très simple pour le docteur Foubert-Samier. Je suis content que vous ayez parlé des inégalités, peut-être qu'on peut dire genrées, de santé, mais vous n'avez pas parlé des causes et de ce qui pourrait permettre d'améliorer l'inclusion des femmes dans les essais thérapeutiques. Et même des autres minorités aussi, par extension. C'est une littérature que j'ai faite il n'y a pas longtemps sur un travail spécifique qu'on m'avait demandé de faire femmes et Parkinson. Et j'ai découvert toute une littérature dont je n'avais absolument pas conscience, même en tant que femme, de cette différence d'accès ou en tout cas, est-ce qu'il y a une différence en fonction du genre, même au niveau de la prise en charge, si vous voulez. Et il semble que c'est des travaux qui ont été menés aux États-Unis pour évaluer quel était le recours aux spécialistes, quelles étaient les populations qui avaient recours à un médecin spécialiste à niveau socio-éducatif équivalent, niveau de ressources équivalent. Les hommes allaient plus souvent vers un spécialiste que les femmes. Donc, de fait, si dans les centres spécialisés, il y a plus d'hommes qui vont que les femmes, pour accéder à des activités de recherche, de fait, elles sont moins présentes à ce niveau-là. C'est essentiellement ce qui était discuté dans cette revue de littérature sur l'accès à la recherche des femmes, quel que soit le type d'essai, mais encore plus marqué sur des essais à des stades avancés. Et évidemment, dans ces travaux sont aussi questionnés les niveaux socio-éducatifs des gens. Sur les études américaines, on prend en compte les origines afro-américaines, hispaniques, etc. Effectivement, si vous êtes une femme noire, vous allez encore moins avoir accès à des ressources médicales, etc. Et c'est des choses qui ont été retrouvées ailleurs aussi en Europe. Voilà. Alors, les explications pourquoi, j'avoue que pour le coup, je peux
pas vous dire davantage que ça, mais c'est vrai que c'est des constats qui sont établis, alors que sur ce qui est de la recherche clinique, il y a des différences en fonction des hommes et des femmes, notamment par l'histoire hormonale des femmes, sur le risque de développer davantage de dyskinésie, etc. Donc on peut se dire que pourquoi il n'y aura pas une recherche un peu plus spécifique pour comprendre pourquoi il y a ce type d'éléments. Voilà. Je voudrais profiter de la présence de M. Kogan, qui est dans le temple de la génétique de la maladie de Parkinson. Est-ce que vous imaginez une thérapie génique au sens pur du terme dans les formes monogéniques, si elles existent, de la maladie de Parkinson? Je précise que je suis généticien, c'est pour ça que vous me la posez, j'imagine. Je profite de votre présence. Oui, donc vous avez parlé de GBA1. En gros, il y a 3 gènes dans la maladie de Parkinson pour lesquels il y a des essais thérapeutiques, des thérapies géniques qui sont en cours. Certains, donc il y a 3 gènes pour lesquels il y a des essais thérapeutiques en cours pour la maladie de Parkinson. Certains sont en phase 2. Il me semble qu'il y en a un en phase 3 aussi pour GBA1 qui vient de débuter, donc les patients qui ont des mutations dans un gène précis qui s'appelle GBA1 qui a été présenté avant. Donc, disons qu'il y a des essais en cours. Je ne sais pas si on peut parler d'espoir, mais en tout cas, les essais réalisés pour l'instant n'ont pas été couronnés de succès. Mais peut-être que ça viendra dans l'avenir. J'avais éventuellement une question à poser à Erwan et à vous, peut-être aussi. Tu nous parlais des greffes, des manipulations avec du tissu embryonnaire portant sur le système dopaminergique. Tu nous parlais aussi des signes, à juste titre, non moteurs de la maladie, qui sont un énorme problème, comme tu l'as souligné. Est-ce qu'il y a une réflexion sur d'autres types de neurotransmission? Parce que ces signes tardifs, très souvent, sont liés à la dégénérescence d'autres systèmes, notamment le système cholinergique au niveau du tronc cérébral. Est-ce qu'il y a des pistes de biologie moléculaire sur ces systèmes-là? Question totalement naïve. Non, c'est une question importante, mais c'est une question dont la réponse est un peu frustrante et désespérante, dans le sens où la recherche fondamentale que je représente ici considère encore la pathologie comme une pathologie du mouvement, et la plupart des stratégies thérapeutiques qui ont été présentées ici, elles sont quelque part de la lévodopa améliorée. On met des neurones qui produisent de la dopamine pas au bon endroit dans le striatum, on fait une thérapie génique pour produire de la dopamine, etc. Donc on aura au mieux l'effet de la lévodopa sans les effets indésirables de la lévodopa. Le problème de s'intéresser effectivement aux autres systèmes neurotransmetteurs qui sont aussi affectés. Il y a des dégénérescences dans un très grand nombre de structures. Il y a très peu d'équipes qui travaillent sur ces problèmes. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, très peu d'équipes qui travaillent, très peu d'équipes qui prennent ça en compte, qui font l'effort de modéliser pour essayer d'avoir un tableau symptomatologique qui soit équivalent chez l'animal à ce que vous pouvez observer chez vos patients. Donc il y a du retard. C'est-à-dire que conceptuellement, le domaine dans son ensemble, alors je ne parle pas des stratégies qui visent à ralentir le décours de la maladie, hein, c'est bien les approches symptomatiques. Conceptuellement, on est encore dans les années 50-60 où on cherche à remplacer la dopamine. Le grand saut conceptuel de la stimulation cérébrale profonde que vous avez présenté avec le ciblage du lobe thalamique, qui était, on s'intéresse à une stratégie thérapeutique qui ne s'intéresse pas à la dopamine. Et pourtant, on améliore les symptômes des patients parkinsoniens. Mais quelque part, on est revenu là-dessus. On n'est pas revenu parce que la DBS continue, il y a des travaux faits sur la DBS, mais le saut conceptuel n'a pas vraiment été intégré, en tout cas par les chercheurs fondamentaux. Juste que... Oui, peut-être qu'il est. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que la différence de ces thérapies cellulaires, c'est que pour les thérapies géniques, en tout cas ciblées sur les patients qui ont des mutations dans certains gènes, on essaye de traiter la cause. C'est-à-dire qu'on se dit cette mutation dans ce gène, elle entraîne la maladie pour telle raison. Donc la thérapie va cibler cette raison et essayer donc de ralentir le développement de la maladie, voire de la guérir. C'est l'idée de fond, à la différence peut-être des thérapies qui ont été présentées avant. Tout de même que l'on fait sur un plan local alors que c'est une maladie systémique. Donc ça pose un souci. Voilà.
complexe que la maladie de Parkinson, qui au départ était une maladie purement motrice, liée au déficit dopaminergique, est devenue une maladie beaucoup plus globale, à la fois motrice, cognitive, émotionnelle, neurovégétative. Tous les systèmes aminergiques sont touchés. On est face à un questionnement majeur. Et pour prendre le sens de la thérapie, il faut partir du gène, aller vers les molécules, aller vers les neurotransmetteurs, essayer de compenser peut-être par des thérapies globales comme la stimulation cérébrale profonde, le fait qu'on rétablit un équilibre qui ressemble à la normale dans un réseau. Nous sommes encore loin du compte, mais il y a un espoir. Je vous remercie.